Et voilà, c'est parti. Alors, merci tout le monde de votre présence ce soir à notre team call en ce super beau mercredi qui commence vraiment bien avec le beau temps et tout ça cette semaine. Donc, merci de votre temps, merci d'être là. Je suis super heureuse ce soir de vous présenter notre guest speaker, la personne qui va venir parler pour nous ce soir. Ça a été une de mes premières coachs dans mon organisation quand j'ai commencé, qui a décidé de se joindre à moi, Stéphanie. Donc, ça fait un petit bout qu'elle est dans l'équipe. Maman de 2 enfants, écoute, elle est à l'école. Vraiment, j'admire vraiment ce que Stéphanie fait parce qu'elle est occupée des deux côtés, mais toujours bien organisée dans ses trucs. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter Stéphanie. Donc, Stéphanie, à toi la parole. Je te laisse l'honneur de nous présenter ta présentation. Tu vas nous parler des groupes de défis et comment avoir l'engagement de nos clientes dans nos groupes. Alors, merci Pénélope. Fait que c'est ça, comme Pénélope m'a présenté. En fait, là, ce qui m'a amené à choisir le choix du sujet d'aujourd'hui, l'entretien motivationnel, c'est que moi, je suis intervenante sociale, puis j'étudie en travail social là, au baccalauréat. Là, je suis à veille de terminer. Puis, dans le cadre de mes études, autant la technique qu'au bac, là, j'ai étudié le principe de l'entretien motivationnel. Puis c'est quelque chose qui est très relié à notre travail, puis qui peut nous aider dans notre façon d'approcher les gens, puis de garder les gens motivés. Donc, voilà ce qui m'a amené à vous parler de ça aujourd'hui. Puis en même temps, j'avais proposé ça à Pénélope pour sortir de ma zone de confort. Tu sais, on le dit souvent, là, c'est important. Puis pour moi, c'est vraiment stressant de faire ça aujourd'hui. J'ai l'habitude de faire des présentations orales en live, là, devant les gens, pardon. Mais là, devant l'ordinateur, c'est autre chose. Excusez-moi. Donc, je vous ai présenté une petite présentation PowerPoint. Gênez-vous pas pour m'arrêter si jamais vous avez des questions. J'ai essayé de faire ça concis, comme je le disais tantôt, là, avec le bébé, pour espérer ne pas me faire déranger. Fait que c'est parti, je vous partage ça. Et voilà. Alors, l'entretien motivationnel, vous m'excuserez, j'ai des petits problèmes de voix en même temps. La motivation, c'est quoi en fait? Ça part de là. C'est les raisons, les intérêts, les éléments qui nous poussent dans une action. C'est un terme en psycho qui désigne un vaste ensemble de processus dynamiques qui sont conscients ou inconscients, en particularité les émotions. Puis c'est, comme je le disais précédemment, c'est ça qui oriente nos actions vers un but donné. Dépendamment des contextes, la définition peut changer, mais sous la forme la plus simple, ça reste que la motivation, c'est toujours la raison pour laquelle on commet des actions, peu importe quelles actions on commet. Il y a 2 types de motivation, la motivation intrinsèque puis extrinsèque. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais je vais le définir juste un petit peu là, rapidement. Intrinsèque, c'est la raison qui est derrière les agissements, puis qui est issue d'une relation directe entre la personne qu'on est puis la tâche qu'on accomplit. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, qui nous fait plaisir. On le fait pas à cause d'un facteur externe ou d'une raison autre. Extrinsèque, à l'inverse, c'est une raison pour laquelle on fait quelque chose, puis qui est reliée à l'environnement immédiat ou à un environnement extérieur. Fait nos actions sont motivées par quelque chose d'autre. Si je peux prendre un exemple, là, quand on étudie, exemple, à l'école, on met des efforts parce qu'on veut avoir des bonnes notes. Fait que ça, c'est une motivation qui est extrinsèque. Par contre, si je lis des livres, tout simplement parce que j'aime faire de la lecture, ça, c'est une motivation qui est intrinsèque. Dans la vie, là, les gens, la plupart des gens sont motivés par une combinaison des deux. C'est un peu ça qui est important là, dans notre travail de coach, c'est d'aller susciter les 2 types de motivation. C'est ce qui fait qu'on va réussir à avoir des meilleurs résultats dans l'engagement des gens. Je vais vous en parler plus spécifiquement un petit peu plus loin. Il y a différents stades dans le changement. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quand même très relié là, avec les demandes d'information qu'on a. Le premier stade, c'est la contemplation. Ça, généralement, ces gens-là, on les a pas vraiment là, dans nos clients ou dans nos demandes d'information. C'est des gens qui pensent pas avoir de problème puis ils n'envisagent pas de changer un comportement. Parce qu'actuellement, ils en retirent essentiellement des bénéfices. Fait qu'ils sont bien là-dedans, puis ils veulent rester comme ça. Les clients qu'on a majoritairement, c'est ceux qui sont dans la phase de contemplation. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, ils commencent à avoir une ambivalence. Ils envisagent un changement de comportement, mais ils hésitent un peu à renoncer aux bénéfices qu'ils ont actuellement avec la situation. Fait que là, on est dans une balance décisionnelle, puis c'est là que les gens viennent nous voir puis qui nous posent des questions à savoir qu'est-ce qu'on a à offrir. Ensuite de ça, dans la préparation, ça, c'est nos clients que j'appelle les clients faciles. Eux, ils arrivent, ils sont prêts à démarrer la phase d'action, sont décidés, c'est le temps, c'est là que ça se passe. Donc, c'est ça, c'est les clients faciles. Ils arrivent, sont prêts à acheter un challenge pack, on signe, bingo, c'est parti.
La phase d'action, c'est la phase qui, dans notre cas, pourrait être les défis de groupe, en fait. Le changement, il est engagé. On veut des modifications dans notre style de vie. Puis, il y a des difficultés qui vont arriver là, en cours de parcours. C'est là que l'encouragement puis le soutien sont vraiment nécessaires. Donc, encore une fois, c'est l'essence même de nos défis de groupe. Ensuite de ça, on a la phase de maintien. Moi, la phase de maintien, je la vois beaucoup comme nos groupes de clients. Parce que moi, je pense que c'est important d'avoir des groupes de défis, mais aussi d'avoir des groupes de clients. Une fois que le défi est terminé, des groupes qu'on entretient peut-être un petit peu moins rigoureusement, mais qu'on est là quand même pour voir qu'est-ce qui se passe, puis attraper au vol des gens qui, plus loin, pourront tomber dans la phase de rechute, par exemple. Donc, c'est ça. Ça m'amène à la phase de rechute. La phase de reprise est illustrée dans les stades de changement, mais je vous en parlerai pas parce que c'est un petit peu moins pertinent. Donc, la rechute, c'est ça. Ça fait partie d'un processus normal de changement. C'est pas toujours facile quand on veut changer des choses. Puis, quand ça arrive, c'est là que c'est important qu'on soit là pour être capable de rembarquer les gens dans l'action, puis prendre la décision de se relancer, se préparer, se réengager dans un défi, puis continuer comme ça. L'entretien motivationnel, maintenant, qu'est-ce que c'est en lien avec tout ça? L'entretien motivationnel, on peut l'avoir essentiellement quand les gens viennent nous parler là, pour avoir de l'information par rapport à ce qu'on offre, mais aussi par l'entremise de nos groupes de défis, puis nos conversations en privé avec nos clients, bien entendu. Fait que c'est un style de conversation qui est dit collaboratif, puis qui permet de renforcer la motivation d'une personne dans son engagement envers le changement. Au départ, ça a été développé pour traiter les dépendances à l'alcool, mais aujourd'hui, là, c'est utilisé dans différents champs de la santé, que ce soit les dépendances, les maladies chroniques, la nutrition, la santé mentale, puis dans le secteur social et éducatif, bien sûr. C'est particulièrement adapté à des situations où la personne est ambivalente, ce qui est notre cas. T'sais. On veut changer, mais on n'est pas prêt, on se trouve des défaites. Donc, voilà. Ensuite de ça, je me démêle dans mes feuilles, excusez-moi. L'ambivalence, ça, en fait, là, j'ai préparé une petite diapo de qu'est-ce qui est dangereux pour nous, là, en tant que coach, quand les gens nous arrivent avec leur situation. Donc, l'ambivalence, là, il faut savoir que c'est quelque chose qui est naturel devant toute perspective de changement. Puis, tu sais, on est humain, nous aussi, on passe tout par là. Donc, c'est important de respecter ça, cette ambivalence-là des clients, puis de construire à partir de ça. Parce que sinon, nous, on veut tellement aider les gens qu'on pourrait tomber dans le réflexe correcteur qui, ça, pourrait nous nuire. En fait, c'est qu'on a tellement un grand désir d'aider la personne puis de l'amener vers un mieux-être que ça va nous amener à être directif puis à vouloir conduire la personne vers le changement par un chemin qu'on va lui montrer, mais qui est peut-être pas nécessairement le chemin qu'elle a besoin. Fait qu'on va tenter de la convaincre, mais des fois, en faisant ça, on obtient l'inverse de ce qu'on recherchait. Puis, en faisant ça, en fait, là, on prive l'autonomie de la personne. Puis, l'humain étant ce qu'il est, si on débat avec les côtés pour de l'ambivalence, il y a des fortes chances que la personne, elle, en réponse, elle développe les contre-arguments. Et c'est ce qui fait qu'on va pas obtenir ce qu'on cherche, en fait, c'est d'aider la personne puis de l'engager dans nos défis. Ensuite, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Hein. Des fois, quand je suis stressée un petit peu, là, j'ai tendance à parler rapidement. Donc, l'entretien, c'est important que ce soit centré sur la personne, ce qu'elle vit, c'est quoi ses besoins, puis que ça se déroule dans une atmosphère qui est empathique puis valorisante. C'est orienté vers un objectif qui est déterminé, fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est directionnel. Notre objectif principal, là, quand on a une personne qui arrive dans une situation d'ambivalence, c'est d'augmenter sa motivation au changement, mais en respectant cette ambivalence-là qu'elle vit, puis en l'explorant pour l'amener à se mettre en action. Donc, pour faire ça, c'est d'aider la personne à énoncer ses propres motivations à changer. Pas les motivations de son entourage, pas ce qui vient pas d'elle, mais au fond d'elle, en fait, ce qui pourrait être pour nous, les coachs, là, le why, là, c'est ça qui est important d'aller trouver avec la personne. Bien sûr, tout ça, ça demande du temps, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, en fin de mois, comme ça, je trouve ça pertinent d'en parler parce qu'on a des objectifs qu'on veut atteindre. Puis, des fois, peut-être que dans les discussions qu'on a avec les clients, on va voir un peu trop vite, puis on saute des étapes, puis que peut-être qu'on perd des ventes de cette façon-là. Donc, les principes de base là, de l'entretien motivationnel, il y a le partenariat. En fait, ça, c'est d'envisager la discussion comme étant une collaboration entre deux experts. Nous, on est l'expert de notre service, de ce qu'on a à offrir, mais il ne faut pas oublier que la personne est experte de sa propre situation.
c'est elle qui se connaît mieux que n'importe qui d'autre, elle sait de quoi elle est capable, elle sait qu'est-ce qui est difficile pour elle, c'est quoi ses défis, elle sait comment elle réagit dans certaines situations. Fait que ça, c'est bien de questionner la personne sur qu'est-ce qu'elle a déjà tenté par le passé, puis à partir de là, renforcer qu'est-ce qui a bien fonctionné, puis tenter d'améliorer puis de proposer des alternatives pour qu'est-ce qui a été un peu plus difficile. Ensuite de ça, l'altruisme, ben ça, c'est l'intérêt qui prévaut, qui doit rester celui de la personne accompagnée. C'est sûr qu'on veut faire des ventes, mais ce qu'on a à offrir, c'est pas nécessairement la bonne solution pour tout le monde. C'est une solution, mais c'est pas nécessairement la solution. Donc, on doit respecter la décision du client d'acheter ou pas, mais par contre, on peut dire au client que, regarde, je comprends que ce que j'ai à t'offrir ne correspond pas à tes besoins actuellement, mais si jamais tes besoins changent, par contre, je vais être là pour toi. Donc, comme je le disais, on offre une solution parmi tant d'autres. C'est important que les gens le comprennent. C'est important de faire valoir la solution qu'on a. Mais si c'est pas ce qui convient à la personne à ce moment-là, ben c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis cette personne-là va possiblement nous revenir éventuellement en ayant des besoins différents, puis en ayant réalisé que ce qu'on a à offrir pourrait peut-être l'aider là, dans son cheminement. Ensuite de ça, le non-jugement, ben c'est de reconnaître la personne comme étant un être humain qui a un potentiel puis qui a une autonomie aussi. Il faut croire en la capacité de la personne d'évoluer puis porter ce regard-là de façon positive puis confiant pour lui permettre d'évoluer. Des fois, on a des gens qui arrivent puis on se dit, ils commencent un défi de groupe puis on se dit, Colin, l'alimentation, ça va tout croche. On porte des jugements en se disant, la personne ne fait pas les efforts, elle réussira jamais pour l'alimentation. Puis des fois, c'est plus fort que nous d'avoir ces pensées-là, mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut continuer de croire que la personne est capable, puis de renforcer toutes les petites actions qui sont bonnes pour l'aider à s'améliorer. Ensuite de ça, l'évocation, excusez-moi, en fait, ça, en opposition à des approches où on considère que la personne a un manque de compétences, de savoir ou de motivation, on s'appuie plutôt sur l'idée que la personne apporte en elle des ressources pour résoudre son ambivalence, puis pour évoluer. Fait que ce qu'on a à faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aider la personne à exprimer ces ressources-là, puis à tomber du côté de l'ambivalence qui va favoriser le changement. Le processus de l'entretien motivationnel, je vous ai mis l'image ici, il est sous forme d'un escalier, puis c'est pas pour rien. C'est un processus qui est à la fois consécutif puis imbriqué. Les étapes sont imbriquées les unes dans les autres. Les marches de l'escalier reposent les unes sur les autres avec l'idée que chaque marche s'appuie sur les précédentes, mais qu'on peut aussi avoir à reculer pour être capable d'avancer à nouveau. Donc, l'engagement dans la relation, ce qui est en bas de l'escalier, mais ça, c'est la base. C'est le temps initial de la rencontre, quand les gens viennent nous écrire pour avoir de l'information puis qu'on rentre en contact pour les premières fois. Donc là, c'est important d'établir une relation d'alliance, puis c'est là que tout entre en jeu. Là. Puis, il y a des choses qu'on pense pas des fois, mais les contraintes externes, notre état émotionnel à nous au moment où la personne nous contacte, est-ce qu'on est disponible ou pas? Si on n'est pas disponible, que ça va moins bien, qu'on vit quelque chose de difficile, on est peut-être mieux d'attendre avant de répondre à la personne pour être vraiment disponible, puis vraiment à l'écoute de ses besoins. Donc, notre état émotif à nous, mais aussi l'état émotif de la personne au moment où on communique avec elle. Puis c'est aussi ce qui va spécifiquement être mis en œuvre. Les mots qu'on va utiliser, les actes. Est-ce que vous entendez? Moi, j'entends plus Steph. Vous autres non plus? OK, Steph, on t'entend plus? Peut-être qu'elle va se rebrancher. Ah oui, c'est ça, elle va se rebrancher. Super intéressant comme présentation. J'ai pris des notes. On va pouvoir en jaser après, là, le temps qu'elle arrive. C'est le fun d'avoir une... Oui, c'est ça. Ça a coupé, hein, ton Internet. C'est bon. Fait qu'on est prêt. Je ne sais pas si elle a coupé à quel moment, par exemple. Ah, tu étais dans ton plan, tu sais, ton plan d'escalier, là, tu étais... L'escalier, parfait. Ouais. Je vais recommencer là. Oui, c'est bon. J'ai des petits problèmes avec la connexion Internet ici. Oui, moi aussi, des fois, ma connexion, c'est vraiment pourri. On dirait que ça dépasse. Est-ce qu'on était rendu à quelle étape, dans le fond? Est-ce que je vous avais parlé de... Tu parlais, je pense, de parler dans... non, on était, je pense, dans le premier, l'engagement de la relation. OK, parfait. Fait que je vais
partir là, parce que moi, j'avais continué tout seul, je pense. Oui, c'est ça. Pour quelque temps. Fait que l'engagement dans la relation, c'est ça, c'est le point de départ. Quand la personne rentre en contact avec nous pour avoir des informations, c'est là que c'est important de prendre le temps de créer ce lien-là avec elle. Puis il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là. Les contraintes externes, à la fois pour nous puis pour l'autre personne. Notre état émotionnel puis son état émotionnel. Des fois, si on n'est pas dans un bon état émotionnel, on est mieux d'attendre avant de répondre à la personne plutôt que de ne pas être à l'écoute à 100% puis dans le fond, d'être à notre meilleur là, en tant que coach. C'est aussi ce qui va spécifiquement être mis en œuvre, là, les mots, les attitudes qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut écouter plus puis parler moins, puis explorer la situation de la personne puis ses besoins en posant des questions ouvertes. Ça, je vais y revenir plus tard. Ensuite, la focalisation. Ça, c'est là qu'on doit s'accorder avec la personne sur l'accompagnement que la personne désire, en fait. On doit se mettre en accord sur le projet d'accompagnement puis sur les objectifs visés. C'est là qu'il faut être clair sur qu'est-ce qu'on a à offrir puis où sont nos limites aussi. Il ne faut pas faire de fausses attentes aux clients auxquelles on ne sera pas capable de répondre par la suite parce que ça peut être quelque chose qui va nous nuire dans la fidélisation de la clientèle parce que la personne va avoir eu des attentes auxquelles on n'aura pas été capable de répondre. Donc ça nous fait un peu de la mauvaise publicité. Bon, c'est pour ça qu'on est mieux de dire vraiment qu'est-ce qu'il y en est, où sont nos limites. Tu sais, moi, je ne suis pas nutritionniste, je ne vais pas te faire un plan alimentaire. Il y a un plan alimentaire qui vient avec le programme, je vais pouvoir t'aider là-dedans dans la planification, mais je ne pourrai pas te faire un plan qui est propre à toi par contre. Ensuite de ça, l'évocation, l'étape suivante, c'est là qu'on amène la personne à verbaliser ses propres arguments et ses motivations pour susciter le discours de changement. Ça, c'est super important parce qu'il faut aller chercher non seulement les raisons extérieures qui l'amènent à vouloir changer, mais ses raisons intérieures aussi, ses raisons propres à elle. Il faut vraiment explorer l'ambivalence pour aider la personne à la résoudre et à savoir de quel côté elle veut s'en aller. Puis, pour ça, faut distinguer le discours préparatoire. Ça, c'est la phase où la personne n'est pas totalement prête à s'engager. T'sais, elle dit « je voudrais perdre du poids, je pourrais ». On n'est pas certain encore versus le discours de mobilisation où la personne a dit « je suis décidée, je vais changer, je suis prêt à commencer ». Là, en étant attentif au discours, on peut évaluer si c'est encore nécessaire de faire cheminer la personne dans son ambivalence ou si le temps est venu de planifier le changement puis que là, go, on fonce. Ça, c'est ce qui nous amène à l'étape de la planification. À cette étape-là, la personne, elle devient dans un mode de mobilisation. Fait que c'est le temps de renforcer son engagement pour le changement, de formuler avec elle un plan d'action, qu'est-ce qu'on a à y offrir, comment ça va fonctionner, puis de se lancer. Fait que c'est l'étape, on fonce, on envoie nos liens, puis c'est parti. OK, ouais, j'avais une question, Stéphanie, par rapport à ça, dans ton processus d'étapes. Fait que ça, ces étapes-là, dans le fond, la personne, elle n'a pas encore nécessairement acheté, elle va acheter rendu à la planification, c'est ça? Exactement. Okay. C'est vraiment dans notre discussion qu'on a avec elle qui va venir de l'avant. C'est le fil de la discussion. OK, parfait. Merci. Ouais. Ensuite, il y a des compétences qui sont essentielles. C'est pour ça que j'ai mis un petit coffre à outils, là. Tantôt, je vous parlais de poser des questions ouvertes. Ça, c'est super important parce que ça permet à la personne de développer l'idée qu'elle a. Puis, on met vraiment son discours au centre de l'échange. C'est elle qui est libre d'expliquer ce qui la préoccupe vraiment puis ses opinions propres. Si on pose des questions fermées, mais là, on n'aura pas l'ensemble de la situation. La personne ne pourra pas nous donner toutes les informations dont on a besoin puis qui sont vraiment riches pour pouvoir l'accompagner par la suite là, par l'entremise des défis de groupe puis du sport en individuel. Ensuite de ça, être capable de valoriser les gens. Ça favorise l'engagement de la personne dans la relation. Quand elle se sent écoutée puis soutenue, elle est moins réticente à s'impliquer dans la démarche, puis elle est plus confiante aussi. Puis ça, c'est vraiment un moteur vers le changement. La valorisation, souvent, on va penser qu'il faut qu'elle vienne de nous, mais c'est important d'encourager la personne à reconnaître chez elle ses qualités, ses forces puis ses réussites par toutes les petites étapes. Ça, c'est quelque chose dans les défis de groupe là, qui est vraiment important. Puis tu sais, autant par nous, par les pairs, puis par la personne elle-même, là, d'être capable de se valoriser. Ensuite de ça, refléter, c'est qu'est-ce qu'on dit en réponse au discours de la personne qui nous écrit, en fait. Ça, il faut faire attention à ça parce que des fois, ça peut nous amener dans des impasses relationnelles. On peut répondre trop rapidement, puis nos réactions vont empêcher la personne d'explorer plus l'idée puis ce qu'elle était en train de vouloir nous dire. Fait qu'elle va se refermer, puis on n'aura pas ces informations-là qui sont très riches. Donc, c'est bien de refléter verbalement la personne ce qu'elle a dit,
Puis ça, on peut le faire par des affirmations plutôt que par des questions. Ça peut être super simple, là. Exemple, reprendre les mots que la personne a dit, une expression, ou reformuler presque de façon identique ce qu'elle nous a dit. Mais ça peut être un peu plus complexe aussi, là, pour essayer d'amener la personne plus loin dans son propos puis l'aider à poursuivre sa réflexion dans ce qu'elle nous dit. Ensuite de ça, résumer, ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super important parce que la communication étant ce qu'elle est, des fois, on pense avoir bien compris qu'est-ce qu'une personne nous a dit puis quels étaient ses besoins. Puis finalement, c'était pas tout à fait ça. Donc, quand la personne, elle nous dit plein de choses dans une conversation, ben, je trouve ça important de lui proposer un résumé qui permet de valider qu'on a bien compris, en fait, puis que la personne, ce qu'elle souhaitait nous exprimer, ça a bien été enregistré. Puis ça lui permet aussi, en même temps, à la personne de porter un regard sur ce qu'elle nous a dit, s'auto-analyser, voir est-ce que c'est vraiment ça qu'elle voulait dire? Pas juste est-ce qu'on a bien compris, mais est-ce qu'elle a bien exprimé ce qu'elle voulait dire? Ensuite de ça, informer, conseiller, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Puis la façon dont on le fait, elle a beaucoup d'importance pour pas tomber dans certains pièges. Puis il y a un des pièges qui est de fournir de l'information pour dire à la personne qu'elle se trompe sur sa situation puis sur les solutions qu'elle utilise pour l'amener à aller vers un changement de comportement. En faisant ça, on va obtenir l'effet inverse. La personne, elle va se sentir jugée puis incomprise. Ça, c'est nos personnes qui peuvent nous arriver puis nous parler du gym, là, que, c'est là qu'ils peuvent avoir les meilleurs changements. Quand s'entraînant à la maison, ça marche pas. Mais il faut faire attention pour que la façon dont on va leur amener l'information puis nos arguments, que ça tombe pas dans le jugement puis qu'on ne mette pas la personne sur les freins, en fait. Comment on peut appliquer tout ça à Beachbody? Mais en fait, ça s'applique à différents niveaux, autant dans le recrutement de clients que dans le recrutement de coachs, parce que des coachs, il y a des gens qu'on voit puis qu'on se dit, quand ça, c'est vraiment un coach que je veux dans mon équipe, ça serait un coach extraordinaire. Mais si la personne n'est pas rendue là encore, si elle est dans la pré-contemplation, on oublie ça, ça ne fonctionnera pas tout de suite. On peut le garder en tête puis suivre l'évolution de la personne. Quand elle va tomber dans la contemplation puis avoir une ambivalence, ah oui, j'aimerais ça, mais je manque de temps ou mais j'ai pas assez d'argent, mais je suis pas à l'aise pour m'exposer en public sur Facebook, par exemple. Bon, ben là, d'aller travailler cette ambivalence-là puis d'essayer de faire émaner la motivation de la personne. C'est aussi super bon, comme je disais, là, pour le support pendant les défis de groupe, puis aussi pour fidéliser la clientèle par la suite, là, quand ils sont dans nos groupes de clients. Quand on voit popper quelque chose là, qui tombe de la rechute ou qui tombe de quelqu'un qui va moins bien, bien capable de saisir ça au bon, puis de ramener la personne là, dans un autre défi, puis ça peut nous permettre de faire d'autres ventes là, en même temps. Si je peux faire un résumé, en fait, là, de la situation, ben l'entretien motivationnel, c'est super pertinent dans notre contexte, dans notre travail, pour nous permettre de bien identifier les motivations du client. Puis pour ça, il faut prendre le temps. Puis, tu sais, des fois, on est pressé, comme je le disais tantôt, à la fin du mois, on a des objectifs, on veut les réaliser, on a tendance à peut-être aller un petit peu trop vite, mais c'est des bases qui sont super importantes parce que ça va créer justement la relation qu'on a avec le client, le lien de confiance, puis cette personne-là, par la suite, va pouvoir nous référer à d'autres gens aussi. Ensuite de ça, ben, tu sais, comme je parlais tantôt du discours de maintien, ça fait partie de l'ambivalence, puis c'est pas provoqué par l'intervenant, c'est l'expression par le client des raisons qui l'empêchent d'aller vers un changement de comportement. Dans le fond, c'est les objections qu'on reçoit là, quand on propose ce qu'on a à offrir. Le discours de changement, ben, à l'inverse, c'est l'ensemble de ce que le client dit qui est en faveur du changement. Il y a différentes formes de discours de changement qui correspondent à différents niveaux d'engagement de la personne. Puis ce qui est important de voir aussi, c'est que plus le client exprime une forme dans son discours, ben plus il tend dans cette direction-là. Fait qu'il faut repérer laquelle des deux formes. Est-ce qu'il est plus vers le discours de maintien? Est-ce que c'est là qu'il y a plus de gains présentement? Ou est-ce qu'il entrevoit plus de gains là, dans le discours de changement? Puis en repérant ça, ben, aider la personne à exprimer ce qu'elle a besoin, puis de tomber dans le discours de changement qui est en fait ce qu'on a besoin pour l'engager là, dans les défis de groupe notamment, ou encore dans le coaching. Donc, ça ferait le tour de ma petite présentation que j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous avez des questions. Wow, c'est vraiment... tu as vraiment fait une belle présentation, une méchante belle slide. Wow! Merci, c'est une côté étudiante. Oui, vraiment, là. Tu pourras faire un stop share, je pense, ouais.
Oui. Ah, il est là. Tu connais bien ton sujet, hein? Oui, vraiment, tu connais bien ton sujet. Puis je trouvais ça super intéressant quand tu parlais de la motivation intrinsèque puis extrinsèque, parce que ça, c'est vraiment la base, parce que les gens qui sont motivés, tu sais, la motivation extrinsèque, là, c'est comme tu dis, là, tu sais, tu vas voir une conférence, n'importe quoi, puis là, tu sors de là, tu es full motivé, puis tu veux changer, puis tout ça, mais ça veut juste dire que c'est cet événement-là qui t'a motivé, ça vient pas nécessairement de toi, puis la motivation intrinsèque, c'est tellement important, c'est ce qui apporte les changements comme Ouais, ça. c'est le moteur, vraiment. C'est le moteur, c'est vraiment la base, là, fait que faut vraiment que ça vienne de nous. Puis quand tu parlais de l'ambivalence, là, je trouvais ça super intéressant. Tu parlais de l'ambivalence, de respecter, de construire, de prendre son temps. C'est vraiment ça. Puis c'est comme ça qu'on crée des liens. Puis parce que des fois, on est vite sur le piton de dire ah oui, non, c'est 164 $, voici ton lien. Mais des fois, les gens ont besoin de parler un peu plus puis de créer le lien puis tout ça. Fait que moi, c'est Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois parce que, tu sais, je pense que cette approche-là, ben, tu sais, de mon côté d'intervenant, c'est peut-être ce qui fait ma force dans le coaching, tu sais, ma relation avec mes clients, je la développe bien. Puis des fois, c'est des choses que je me fais dire, tu sais, j'ai posé des questions à d'autres coachs, puis je me suis pas sentie écoutée, puis c'est ce qui fait que les gens vont vers quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment important parce que des fois, on perd des ventes sans s'en rendre compte, là. oui, effectivement, tout à fait. Puis quand tu parlais du réflexe correcteur aussi, ça aussi, c'était super intéressant. Là. Des fois, je me reconnais là, parce que c'est ça, on veut aller trop vite. Puis, Puis en même temps, nous, on est tellement vendus parce qu'on offre, puis tu sais, oui, on sait que ça on sait que ça fonctionne. marche, c'est ça. Exactement. Fait que, tu sais, des fois, on pousse peut-être un petit peu trop, puis les gens n'ont pas le temps d'assimiler ce qu'on leur dit, là. Oui. Non, 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 c'est vrai, c'était super intéressant. Puis de parler vraiment son langage. Puis quand tu disais là, d'aller trouver son why, d'essayer de faire parler la personne pour qu'elle trouve ses raisons à elle, hein, sa motivation intrinsèque, d'être dans le non-jugement, ça, c'est tellement, tellement important. Puis là, tu sais, quand tu parlais des gyms et tout ça, là, quelqu'un qui vous parle de gym et tout, ils peuvent avoir des bonnes arguments, puis vous aussi. Fait que c'est ça, c'est important de ne pas rentrer dans le jugement, là, vraiment très, très important. C'est ça, tu sais, Vraiment, en respectant le rythme de la personne. Là, ouais. j'ai eu un exemple aujourd'hui même. Là, il y a une Ah ouais? cliente que je suis allée voir quand j'ai commencé au tout début, là, la première fois. J'avais été chez elle pour lui présenter des programmes. J'avais amené du Sheco, j'avais fait goûter, tu sais, Mm. tout le kit. Puis là, j'avais continué, j'avais fait des relances par la suite, il n'y a rien qui s'était passé. Puis elle m'a écrit aujourd'hui pour me dire Steph, je suis prête, je veux commander chez Écologie puis un programme. Hey, parle-moi de ça. De nulle part après 2 ans, tu sais. Fait que les graines qu'on sème, c'est pas pour rien, tu sais. Des fois, on a l'impression que Colin, on fait des efforts, on travaille, puis ça donne rien, mais non, ça peut repopper là, quand on s'en attend pas. Ah, je suis vraiment contente que tu dises ça parce que c'est vraiment ça, de semer des graines, de faire des suivis. Puis tu sais, on est tellement dans une société où tout va vite, on veut tout pour hier, puis c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Fait que là, quand on dit crème, je fais des suivis, ça marche pas, mais c'est ça. Moi aussi, ça m'arrive, là, il y a des gens que j'ai parlé en juin puis que j'ai closé en mars puis en avril. Tu sais. Fait qu'il faut pas se décourager. Puis non, non, c'est un bel exemple, merci. Puis quand tu as parlé de résumé, ça, c'est un bon truc. Je fais jamais ça, moi, mais de résumer à la fin, de dire, bon, ben si je comprends bien, voici ce que tu as besoin, c'est ça que je t'offre, si ça te convient, blablabla. C'est vraiment génial. Faire comme un petit contrat entre les deux Ouais, personnes, qu'on a les mêmes attentes, là. ouais. Non, ça, je pense que c'est bien parce que des fois, ça peut rééquilibrer, puis on peut, tu sais, juste rajouter les trucs si on n'a pas bien compris ou quelque chose comme ça, là. Puis comme tu dis, là, c'est ça, prendre le temps, c'est payant. Tu sais, des fois, là, de vraiment prendre le temps, puis on sait qu'on va l'avoir tranquillement, puis le chemin, la graine est semée, puis tout ça. Fait que, ouais. Puis, tu sais, une des choses à retenir que moi, je trouve super importante, puis je m'en suis rendu compte là, avec les enfants, répondre quand on n'est pas disposé à répondre à un client, c'est vraiment pas l'idéal. Tu sais, quand tu as les enfants qui courent partout autour, que t'es pas là psychologiquement, tu réponds rapidement, tu fais des erreurs en répondant à la personne, tu te trompes de nom ou tu sais, n'importe quoi. C'est des petits détails qui peuvent faire la différence. Fait que, tu sais, de se donner des moments pour répondre à nos messages, puis de le faire quand on est disposé à le faire aussi. Oui, très bon point parce que souvent, quand on reçoit une information ou quelque chose, on veut tout de suite répondre, mais le délai normal, là, c'est 24 heures. Là. Pas de stress. Là. Si jamais en dedans de 24 heures, la personne va déjà voir ailleurs, bien, ça veut tout simplement dire que c'est ce genre de personne-là, vous ne les voulez pas autour de vous ou dans vos équipes ou dans vos défis de groupe. Fait qu'il faut se laisser le temps aussi puis d'être disposé de pouvoir être à l'écoute. Puis les gens vont le voir dans la conversation qu'on est à l'écoute. Tu sais. Hey, super, Stéphanie, merci. Wow, y a-t-il des gens qui ont des questions? Vous pouvez vous démuter. Ça peut être n'importe quel genre de questions, là.
Puis si ça vient plus tard, là, gênez-vous pas, vous les marquerez sur le groupe, là, je pourrais répondre. Là. J'ai fait ça vraiment en condensé, là, bien entendu, pour les besoins de la cause, là, mais tu sais, c'est quelque chose qui peut être un cours de 45 heures. Là, oui, c'est ça, exactement. Là, chaque slide peut être découpé. Puis, exactement. Hey, super, merci Steph. Vraiment, je suis vraiment, vraiment contente. Donc, C'est un plaisir. Ouais. Ton PowerPoint était wow, hein, c'est ça. Écoute, les gens te disent merci. Fait que je pense que ça a été très apprécié. Puis l'enregistrement va être disponible sur le groupe. Donc, avant de se quitter, on va faire une phase de perte. Mais là, moi, je remarque que dans mes phases de perte, j'ai tout le temps la phase de même. Fait que je vais essayer de faire différent et de me pencher l'autre bord. Un instant. OK. 1, 2, 3, go! Yay! Bon, ben super, gang! Fait que sur ça, je vous souhaite une belle soirée, puis je vous dis merci. Bye!